Le Vatican va-t-il arrêter la guerre en Ukraine? Cette question paraît complètement absurde, elle l'était peut-être il y a 2 ans, mais aujourd'hui elle est de plus en plus crédible, notamment parce que le Saint-Siège prend une importance de plus en plus grande dans ce conflit sur le plan diplomatique. Et j'avais clairement pas prévu de faire cette vidéo aussi vite, mais les événements s'accélèrent. Il y a le pape qui rencontre pour la 3e fois le président Zelensky aujourd'hui, ce vendredi, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais également parce que les Russes sont en train de renforcer leur contre-offensive dans l'oblast de Koursk qui avait été conquis par les Ukrainiens en partie il y a quelques semaines. Et le fait que le président Zelensky rencontre le pape François une 3e fois, malgré les prises de position de la diplomatie vaticane, malgré les propos du pape François il y a encore quelques mois appelant les Ukrainiens, je cite, à hisser le drapeau blanc, est quelque chose de tout à fait exceptionnel, de tout à fait marquant. Il faut comprendre que Zelensky n'a aucune raison de voir le pape si celui-ci n'a aucun impact sur le conflit. Pourtant, il l'a fait pour la 3e fois, il l'avait déjà rencontré au sommet du G7 en juin dernier. Il y a notamment cette phrase très forte du pape qui avait été prononcée il y a 3 mois, à savoir « Quand vous voyez que vous êtes vaincu, ayez le courage de négocier », des propos qui s'adressaient donc au gouvernement ukrainien. Et loin d'être un vœu pieux, même si l'Église prie pour la paix en Ukraine depuis son déclenchement il y a maintenant 2 ans et demi, le Vatican prend une place de plus en plus importante pour pousser à la fin des combats en Ukraine. Alors, quelle est sa stratégie? Quelle est sa vision? Qui est le cardinal Zuppi, qui est un peu l'homme de la paix en Ukraine du côté du Vatican. On va voir ça ensemble, mais déjà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, déjà parce que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans être abonné, et au vu de l'actualité, il y a sûrement beaucoup de contenus qui vont sortir dans les prochains temps, que ce soit en termes de géopolitique, mais également sur la réouverture de Notre-Dame qui approche, ou encore sur le synode, sur la synodalité, pour parler que de ces sujets. Je parle également des actualités de l'Église avec vous sur Instagram et sur TikTok, dont les liens sont juste en dessous dans la description. Mais revenons à la guerre en Ukraine avec un peu de contexte. Je vais pas refaire le déroulé de tous les événements, mais vous savez que les tensions ont commencé à exploser à partir de 2013 et la révolution de l'Euromaïdan, avec ce conflit latent en Ukraine depuis la chute de l'URSS en 1991, à savoir d'un côté une partie pro-occidentale qui cherche à se rapprocher de l'Union européenne, de l'OTAN et qui est plutôt ukrainophone, et des Ukrainiens majoritairement russophones plutôt à l'est du pays, de l'autre côté du Dniepr qui coupe le pays en deux, et qui cherchent eux plutôt majoritairement à se rapprocher de la Russie, en tout cas de rester sous l'influence de la Russie. C'est une opposition très binaire, caricaturale que je présente là bien sûr, mais qui se traduit aussi sur le plan religieux d'ailleurs, puisque l'ouest du pays est plutôt majoritairement membre de l'église orthodoxe de Kiev, tandis que l'est était alors, avant la guerre, majoritairement rattaché à l'église orthodoxe de Moscou, et c'est la Russie qui a commencé les hostilités à proprement parler en annexant par la force la péninsule de Crimée, et malgré les accords de Minsk de 2014 qui avaient pour objectif de finlandiser l'Ukraine selon le terme consacré, à savoir de neutraliser ce pays au sens propre, c'est-à-dire de rendre ce pays neutre, qui ne soit ni dans le camp occidental ni dans le camp de la Russie, et qui de manière assez symbolique avait été signé à Minsk, donc la capitale de la Biélorussie, qui est le dernier pays européen vraiment sous influence de la Russie. Un accord dont les termes n'ont jamais été respectés, que ce soit par les Russes qui continuaient de soutenir les séparatistes pro-russes du Donbass, ou par les forces de l'OTAN qui continuaient d'envoyer des conseillers militaires, du matériel militaire en Ukraine malgré les accords qui leur interdisaient. Et vient donc 2022 avec cette fameuse opération militaire spéciale en Ukraine qui, dans un premier temps, a complètement échoué factuellement, puisque l'objectif de la Russie à ce moment-là était clairement de décapiter le gouvernement ukrainien pour mettre à la place un gouvernement pro-russe, donc ramener l'Ukraine dans le giron de la Russie, ce qui explique alors la stratégie militaire russe qui a très majoritairement échoué, puisque la plupart du territoire qui avait été gagné n'avait pas pour objectif d'être défendu dans la durée, mais juste de faire pression pour mettre un coup d'arrêt aux ambitions des pro-européens en Ukraine. Et comme dirait l'autre, on va pas dire que c'était un échec, mais ça n'a pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la plupart des Ukrainiens se sont rangés derrière le gouvernement central, et après ce premier échec, les Russes ont dû se rabattre sur une sorte de plan B, à savoir d'annexer le maximum de territoires pro-russes, ou en tout cas à majorité russophone, les fameux 4 oblasts au sud-est du pays dont on parle tout le temps, abandonnant une grande
grande partie des conquêtes de l'autre côté du Dniepr, mais annexant notamment la ville de Mariupol. Et depuis, c'est la stratégie du rouleau compresseur russe qui a déjà fait tant merveille par le passé, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, mais avec des moyens beaucoup plus restreints. Il s'agit là pour le coup non pas d'une guerre de conquête immense, mais vraiment d'une guerre d'attrition. L'idée n'est pas de foncer tête baissée, mais de prendre son temps, d'épuiser militairement l'Ukraine en détruisant ses moyens matériels et humains, et bloquant donc l'Ukraine, puisque celle-ci est soit obligée d'attaquer pour récupérer ses territoires, mais perdre beaucoup trop d'hommes dans des contre-offensives meurtrières, soit au contraire adopter une stratégie très défensive, mais perdant donc par le même coup la plupart de ses soutiens en Occident. Aujourd'hui, la guerre a déjà coûté la vie à au moins un demi-million de personnes, voire 600 000, mais là je prends vraiment la fourchette basse, je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais en observant les différents observateurs justement de ce conflit qui sont beaucoup plus calés que moi, qui viennent de différents endroits, de différents pays, forcément les chiffres on les aura pas avant plusieurs années après la fin du conflit, mais on peut déjà estimer que le nombre de morts est colossal, puisque 600 000, pour vous faire un ordre de comparaison, c'est à peu près 2 fois les pertes de la bataille de Verdun. Un chiffre immense avec sûrement plus de morts côté ukrainien que russe, sachant que ces derniers ont beaucoup plus de ressources stratégiques, humaines et militaires. Surtout parce que, comme je l'ai dit, les Russes peuvent beaucoup plus jouer la montre que les Ukrainiens d'un point de vue ressources économiques, alors que l'Ukraine est forcément beaucoup plus affaiblie par cette guerre que la Russie. Et donc au milieu de tout ça, le Vatican. Alors combien de divisions le Vatican, pour citer un ancien dictateur qui a affamé cette même Ukraine? Aucune évidemment, mais c'est paradoxalement ce qui fait sa force en faisant du Vatican un pilier, un pivot des relations internationales. C'est pas forcément connu, mais le Vatican est un des pays les plus influents sur le plan diplomatique à échelle internationale, et pour ça il y a plusieurs raisons. Déjà parce que prosaïquement, l'Église est l'inventeur d'une grosse partie de ce qui fait aujourd'hui la diplomatie moderne, avec les nonces apostoliques. On dit souvent que les nonces c'est l'équivalent d'un diplomate, faudrait plutôt dire l'inverse, parce que les nonces apostoliques ont été les premiers diplomates au Moyen-Âge. Diplomates au sens moderne contemporain, je précise. Ensuite, parce que comme l'Église, elle est présente à peu près partout dans le monde, elle a des représentants, des figures comme des évêques ou des cardinaux qui viennent d'à peu près toutes les cultures du monde, et ça c'est un poids diplomatique majeur, puisque cela permet d'avoir des analyses les plus poussées et imbriquées possibles. D'ailleurs, le pape François, qui cherche à mettre toujours en avant les fameuses périphéries, c'est aussi sur le plan diplomatique, politique qu'il le fait, notamment avec la nomination des 21 derniers cardinaux il y a quelques jours. C'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que cette stratégie de mettre en avant les périphéries, ça a aussi une grande importance sur la structure diplomatique de l'Église, et du coup sur son efficacité. Et l'Église, elle a du poids en Europe orientale, notamment en Ukraine, où il y a une forte minorité catholique, à peu près 4 millions d'habitants à l'ouest du pays très majoritairement, dans la zone du coup pro-Europe, ce qui a quand même son importance, mais qui a une importance parce que cette guerre est aussi une crise religieuse. Il suffit de voir les prises de position du patriarche orthodoxe de Russie, Kirill, qui est complètement aligné sur la position du Kremlin, et ce qui pose beaucoup de soucis sur le plan religieux, avec notamment le schisme des Ukrainiens membres de cette église orthodoxe de Russie, l'interdiction de cette même église par le gouvernement ukrainien. En clair, au-delà des 4 millions de catholiques ukrainiens et de la guerre et des morts en elle-même, il y a aussi une grosse crise pour la chrétienté en cours. Le Vatican dans le conflit, vous en avez sûrement entendu parler que pour une chose, pour le moment dans les médias mainstream. C'est les appels à la paix du pape dans le conflit. On se souvient par exemple du chemin de croix à Rome en 2022, où le pape a invité une mère de famille ukrainienne et une mère de famille russe à porter la croix ensemble, un geste symboliquement très fort et qui a été très décrié notamment en Europe occidentale, et qui donne au Vatican une position encore plus unique, puisque malgré le fait que le pays est imbriqué dans le bloc occidental, celui-ci ne respecte absolument pas la ligne de l'OTAN. Et au-delà des différents appels à la paix, à prier pour la paix, ce qui reste quand même, on va pas se mentir, la base, le job de base d'un responsable religieux, le Vatican a tout de même un plan. Et ce plan, il s'incarne en un homme. Il faut qu'on parle du cardinal Matteo Zuppi. Monseigneur Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, il a un CV béton, et c'est pas pour rien qu'il a été missionné par le pape François il y a un peu plus d'1 an. Notamment parce que c'est lui qui a en grande partie négocié la fin de la guerre civile au Mozambique avec la communauté Sant'Egidio en 1992, avec la signature des accords généraux de paix de Rome. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, il n'avait que 36 ans.
Et il était juste prêtre, hein, il était même pas encore évêque. En bref, sur le plan diplomatique, ce cardinal c'est une vraie pointure, que ce soit par ses études ou ses actions qu'on l'a vu, et qu'il ne faut pas négliger. Et Matteo Zuppi, c'est le cardinal qui a réussi l'exploit inégalé de se rendre à Kiev, à Moscou, à Washington, à Pékin et même à Paris. Et c'est ça la force du Vatican aujourd'hui. Trouvez-moi un autre acteur qui peut discuter comme ça avec les 4 parties impliquées de près ou de loin dans ce conflit, à savoir la Russie, l'Ukraine, l'OTAN et la Chine. D'autant qu'il fait pas que du blabla quand il va là-bas, puisque la stratégie du Vatican, elle s'articule autour de 3 points. Objectif numéro 1, favoriser les échanges de prisonniers et le rapatriement des enfants ukrainiens déportés en Russie. Quand on peut pas régler le conflit complètement d'un coup, le mieux c'est toujours de négocier plein de petits accords. Et c'est le cas du coup avec de nombreux échanges de prisonniers qui ont été négociés en partie par le Vatican, mais également beaucoup par la Turquie, par exemple. Et concernant les enfants ukrainiens déportés, c'est bien sûr un des sujets qui aura le plus de conséquences sur le long terme, que ce soit sur le plan culturel ou sur le rapport entre les deux pays lorsque le conflit se sera achevé. Et ça, le Vatican le sait, c'est des points importants à ne pas négliger, et c'est souvent par cela qu'il faut commencer pour arriver à la signature d'un accord de paix. Numéro 2, justement, favoriser les missions humanitaires pour améliorer le sort des civils sur place. On peut en compter beaucoup des humanitaires catholiques ou des prêtres qui ont été tués lors des combats alors que ceux-ci venaient en secours aux populations locales. Car à défaut de pouvoir faire taire les armes, bien sûr, tous les moyens sont bons pour limiter le nombre de morts et limiter les destructions. Mais surtout, troisième objectif, le plus important dans cette stratégie, ouvrir le maximum de canaux de communication possibles entre les deux belligérants. Mais pourquoi dans cet ordre? Tout simplement parce que cela permet au Vatican de prendre une place de plus en plus importante dans le conflit sur le plan diplomatique pour permettre d'avoir une voix qui pèse toujours plus et, chose très importante en diplomatie, de trouver des éléments de négociation. Et c'est ça qui fait que l'Ukraine parle encore avec le Vatican, alors que ceux-ci leur ont quand même dit d'arrêter les combats. Chose que Zelensky n'a fait que sous-entendre ces derniers mois pour mieux cacher son offensive en Russie et donc prolonger le conflit. Mais là, on en vient à la fameuse question. Qu'est-ce qui bloque vraiment en Ukraine? Dire qu'un camp veut la paix et l'autre pas, déjà ça n'a pas de sens, hein, parce qu'on veut la paix uniquement lorsque nos objectifs sont atteints ou alors pour limiter la casse. Mais surtout là, on est face à 3 immenses problèmes qui pour le moment n'ont aucune solution, à savoir la question des territoires annexés par la Russie, donc les 4 oblasts plus la Crimée, la question du rapprochement militaire entre l'Ukraine et l'OTAN, est-ce que le pays va rentrer dans l'OTAN à la fin du conflit, dans l'UE à la fin de la guerre ou pas, et une question dont on n'a pas encore beaucoup parlé, celle du réarmement atomique de l'Ukraine. Et je parle bien de réarmement atomique, puisqu'il faut savoir que le pays avait des missiles nucléaires à la fin du bloc soviétique, donc autour des années 90. L'Ukraine avait encore un stock de missiles nucléaires qui venait de l'époque de l'URSS, et ceux-ci avaient accepté de s'en débarrasser, à condition que l'intégrité du territoire de l'époque, donc en comprenant la Crimée, soit bien accepté par la Russie. Donc maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qui empêche ce pays de se réarmer nucléairement, puisque l'accord n'a factuellement pas été tenu? Et ça, le pape François et Monseigneur Zuppi le savent très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est que la première étape, la cessation des hostilités, que les armes se taisent, et c'est pour ça que le cardinal se rend également aux États-Unis, puisque les Américains prolongent le conflit en fournissant le maximum de matériel possible à l'Ukraine, et également en Chine, qui est la seule puissance aujourd'hui qui peut calmer les ardeurs de la Russie en Ukraine. Parce qu'évidemment, les Chinois n'ont aucun intérêt à ce que ce conflit prenne de trop grosses proportions. Et donc, si l'urgence reste bien l'arrêt des combats, le gros du boulot commencera lorsque les armes se tairont. Car si le traité de paix amène à un mauvais point d'équilibre, ou alors qu'il n'est pas respecté comme le précédent, cela va juste amener à un conflit encore plus grand dans les années suivantes. Et des raisons de se taper dessus en Europe de l'Est, il y en a beaucoup depuis la chute de l'URSS. Et c'est pour ça que la 4e étape à la fin de la guerre sera la convocation d'une grande conférence pour la paix, qui ne concernerait alors pas que l'Ukraine, mais bien tous les anciens territoires du bloc de l'Est. Parce que ce soit la frontière russo-ukrainienne, ukraino-polonaise, la frontière avec les pays baltes, ou encore la question de la Géorgie, et j'en passe. La paix sera très dure à obtenir dans cette région, c'est clair, elle prendra plusieurs années au minimum, même avec la fin rapide du conflit armé. Mais ça reste l'objectif affiché du Vatican depuis des siècles, de garantir au maximum la paix entre les différentes puissances. Et pour pousser vers un tel objectif, il faut des acteurs qui aient sincèrement envie de paix, pas juste de la fin des combats, pas juste de mettre en avant une puissance par rapport à une autre. Et des acteurs comme ça, on en a malheureusement
pas assez, mais le Vatican en est un. Alors si tu es croyant, n'oublie pas de continuer à prier pour la paix dans le monde, hein. Loin d'être un vœu pieux et de bisounours, c'est quelque chose de très sérieux, de très exigeant, et pour lequel on a besoin de prier en permanence, et surtout de prier pour les personnes qui poussent justement à la paix dans les différentes régions du monde. Comme je vous disais, cette vidéo je la sors assez vite, j'avais prévu de base de faire une vidéo un peu plus générale sur la diplomatie du Vatican depuis le Moyen-Âge, notamment parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. En plus, avec l'évolution des actualités géopolitiques au Moyen-Orient, il y a encore beaucoup de choses dont j'ai à vous parler dans les prochains jours, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas encore fait durant cette vidéo. Tu peux également la partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à partager à tes amis, qu'ils soient croyants ou non, aux personnes de ta famille, pour vraiment mettre en avant différents aspects de ce conflit dont on parle malheureusement trop peu, en se limitant à une frappe russe par-ci, une frappe ukrainienne par-là, telle contre-offensive. Ça c'est vraiment la guerre spectacle qui fait vraiment pas de bien sur le plan diplomatique et sur l'avancée du conflit, parce que la première priorité, c'est ni de battre les Ukrainiens, ni de battre les Russes quand on n'est pas dans le conflit. La première priorité, en étant un pays qui n'est pas en guerre, c'est justement de faire en sorte que les autres ne le soient pas non plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très vite sur Ictus. Salut!